Minuscule, c'est l'histoire d'un pique-nique abandonné qui va avoir une conséquence énorme sur la vie des insectes, en l'occurrence des fourmis qui vont se battre pour une boîte de sucre qui faisait partie du pique-nique. C'est un peu l'effet papillon à l'échelle d'une vallée, quoi. C'est pas mal, ça. C'est pas mal l'effet papillon. C'est pas mal, l'effet papillon, il est bien, il est bien. On va découvrir tout un univers de décors, de personnages divers et variés, vraiment toute une épopée en fait, vraiment un film de genre d'aventure. On a utilisé des codes existants, western, films d'aventure classiques, et on les a adaptés à l'univers de Minuscule. Minuscule, La vallée des fourmis perdues, c'est un film épique au ras de l'herbe. C'est une sorte de Seigneur des Anneaux chez les insectes. Il y a un humour burlesque, parfois un peu décalé, et puis cet univers et de cette poésie qui s'en dégage. Les insectes, c'est intéressant parce que tout le monde les connaît, c'est universel. On peut y déposer un petit peu ce qu'on veut au niveau de l'imaginaire. Il y en a beaucoup. C'est un univers qu'on connaît finalement assez mal. Et puis c'est vrai que Thomas, il a toujours eu une fascination pour les mouches en particulier, je crois. Pour tous les insectes. Pour tous les insectes. Ouais. Quand j'étais môme, j'adorais me balader dans la forêt et observer les oiseaux, les insectes, tout ce qu'il y avait autour de moi. Et j'imaginais très facilement ce qu'il pouvait y avoir comme histoire avec ces bestioles-là, quoi. Là, je travaille un peu le regard, avoir une zone plus sombre autour des yeux pour faire ressortir un petit peu le regard. Et on va lui mettre une petite teinte un peu jaune dans les yeux. On a commencé à faire des croquis. On voulait qu'il n'y ait pas des personnages clonés, on voulait vraiment qu'il y ait des variantes. Voilà, il y en a un qui a une tronche de bandit, il y en a un autre qui a l'air un peu gogol, il y en a un qui a l'air ahuri. Enfin voilà, on a essayé de trouver comme ça des caractéristiques et puis on les a travaillées, on les a dessinées. Je travaillais avec de la doc d'insectes et je prenais des éléments réels dedans. Par exemple, un détail d'antenne, un dessin sur le nez. Mais je prenais un élément réel et j'en faisais autre chose. Par exemple, les fourmis rouges, elles ont sur leur carapace un petit peu ce côté crabe, crustacé légèrement, avec des matières un peu granuleuses qui prennent la lumière. Elles sont un peu luisantes, mais pas trop. Il faut lui donner un réalisme. En plus, on l'intègre dans des décors, dans prise de vue réelle, même si dans la réalité, enfin, si vous trouvez des fourmis rouges comme ça, je crois qu'on aurait on aurait un peu peur avec des yeux. Les yeux, c'est vraiment le pont entre nous et eux. C'est les yeux blancs avec la pupille noire. Puis cette espèce de regard un peu naïf. C'est vraiment l'élément qui fait qu'on s'attache à eux. Le storyboard nous permettait de trouver des idées, c'est-à-dire qu'au moment de dessiner, des idées narratives arrivaient.
C'est un projet qu'on porte depuis l'origine de Minuscule, hein, depuis le court-métrage que j'ai vu il y a 6-7 ans, je crois, de Thomas. On a tout de suite eu envie de faire un film, donc ça remonte à long. On a mis un petit moment à l'écrire d'abord et à le financer ensuite et à le préparer aussi techniquement, parce que c'est un des premiers films en images réelles qui se tourne en relief. Et donc je suis ravi aujourd'hui qu'il y a une super ambiance dans l'équipe, qu'on soit enfin sur le terrain à sortir les premières images. L'idée c'était de tourner le plus proche possible de la surface de l'eau. Je voulais absolument être vraiment au ras de l'eau, être vraiment avec les fourmis sur la boîte, quoi. Comme si on tournait sur une barge qui était emportée par un immense fleuve. Alors, ok. Action. La boîte rentre. Vous voyez ? Au tournage, on a ralenti un peu la vitesse du film, ce qui fait qu'au résultat, on a l'impression de voir un fleuve très, très lourd, très ample, géant, quoi. Et donc du coup, on se retrouve un peu plus à l'échelle des fourmis. Ça, c'est le type d'astuce qu'on utilisait, entre autres. Elles sont toutes petites ces caméras quand même. Et grâce à Dieu, Inch'Allah. Inch'Allah, elles sont petites, toutes petites, mais avec de très très grandes capacités et beaucoup de possibilités. Mais effectivement, pour le poids, c'est un atout d'avoir des caméras de cette taille-là. Surtout dans du crapahut comme ça. Alors le moniteur transvidéo qui est là, qui est spécialement pour la 3D, me permet d'avoir les deux images en même temps, une que je passe en rouge et l'autre en cyan, c'est ce qu'on appelle un navif. Et donc avec mon écran, je peux très précisément ajuster le relief en fonction de la nature de l'image, s'il y a un mouvement, la lumière qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on va placer comme insecte en animation dedans. On annonce. Minuscule se prête au relief. On est plongé sous les herbes. Il y a quelque chose à exploiter à ce niveau-là, d'immersion dans la nature en fait. Ce qui est intéressant, c'est de tourner les images natives en relief. C'est-à-dire que la qualité au final pour les spectateurs en salle, elle va être là. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne triche pas. On ne fait pas du relief après en post-prod qui est fait vite fait. Non, on le soigne, on fait bien les choses pour que ça nous plaise et que ça plaise aux spectateurs. Respecter les échelles des personnages par rapport au décor, ça c'est une des choses qui était le plus compliqué. Et on a passé notre temps à tricher. En repérage, on essayait de trouver des rochers qui étaient très gros, mais qui paraissaient petits une fois qu'on les filmait.
Comme la caméra elle passe assez près, tu sais, du sol, tu passes à côté de ça, d'un seul coup t'as une espèce d'arbre géant pour l'échelle d'une mouche. Hein. Quand il y avait une vraie mouche ou une vraie fourmi ou une araignée qui traversait le fameux rocher, bah, tout était foutu parce qu'on se rendait compte que l'araignée ou la mouche était 10 fois plus petite que la fourmi qu'on allait poser par la suite. Je suis envahie de mouches, je respire les mouches. Non mais c'est incroyable ces trucs, écoute. C'est pas des mouches. Mais c'est pas des mouches. C'est des trucs de marécage. Tu les aimes les insectes? Ah moi j'adore les insectes, je ne tue jamais un insecte, faut le savoir. À part les moustiques. Là j'avoue que les moustiques... Mais sinon, oui, j'adore les insectes. J'adore la nature, j'adore... C'est juste, j'aime pas quand ils me rentrent dans les trous de nez ou quand ils me piquent. Quand ils m'aiment de trop près, non, ça... La feuille de service, il est marqué CG là, majorité CG. 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 Et je pense que James le sait. CG. 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 Computer. Ah oui, bah oui, évidemment. Computer graphic, en anglais. C'est très courant. Je l'ai vu sur tous mes films. Majorité de computer graphics, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, putain. James, what is exactly CG? CG is computer generated images. CGI. C'est tous les plans qui vont être truqués après par James en post-production. On est tout le temps au ras de l'herbe, au ras des routes, au ras du bitume, surtout qu'on tourne dans un format le cinémascope, donc on est vraiment très horizontal, donc le plus proche possible du sol. Ah, ça filme. Quand on est près comme ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'il faut souvent revenir à cette hauteur-là par rapport au sol, le plus souvent possible. C'est ça qui donne l'effet de vitesse. Il faut aller plus vite aussi. Hein. Mais à cette hauteur-là, là on est à ça du sol. Oui, C'est risqué. si tu hein. veux, je suis à ça. Si je touche, C'est bon. c'est fin de film. La nature a une grande place dans le film. Dès le début, on est enveloppé par les montagnes, par les forêts. Vraiment, la nature est un des personnages du film. Et on se sent vraiment tout petit là-dedans. Et
Et c'est le cas des insectes, hein, ils sont vraiment dans un univers gigantissime. Minuscule est un défi technique en soi parce que c'est extrêmement compliqué à mettre en place. On doit avoir à peu près une cinquantaine d'environnements. Parmi ces environnements, on trouve des environnements qui sont complètement live, donc complètement tournés avec des insectes intégrés à l'intérieur. Il y a un deuxième type de plan qui est du live avec un avant-plan qui est en image de synthèse parce qu'en fait la caméra était beaucoup trop grosse et ne permettait pas de se rapprocher du sol. Le troisième cas de figure, c'est des plans en image de synthèse complet. Donc on a des contrôleurs sur les personnages qui sont représentés par des petits anneaux par exemple ici et qui permettent d'animer séparément chaque partie du personnage et de pouvoir le déplacer dans l'espace. Le brochet, je voulais l'animer vraiment d'une manière réaliste. Il fallait retrouver la dynamique d'un poisson comme si c'était un vrai poisson qu'on regardait sous l'eau. La seule différence, c'est qu'il avait vraiment un regard totalement stupide. Sinon c'était un vrai poisson sous l'eau. Les insectes ont une animation qu'on veut la plus simple possible. Enfin, quand je dis simple, c'est pas qu'elle est simple, qu'elle est facile à faire. C'est qu'on veut pas suranimer les insectes. Ça, c'est vraiment un choix. D'ailleurs, d'abord, les insectes ne sourient pas, ne font pas des expressions de sourcils, ne font pas ça avec leurs épaules, ne font pas des... Alors, dans l'animation, il y a énormément de types comme ça qui existent, qui font partie de toute une école. Nous, on voulait vraiment rester assez pose to pose, assez stoïque comme ça. La scène du siège de la fourmilière noire, c'est vraiment une scène à laquelle on avait pensé dès le départ. Ça, c'est un truc que j'ai jamais vu dans une salle. Et c'était vraiment le bloc central, quoi. On s'était dit, il faudra vraiment qu'on voit des millions de fourmis attaquer une fourmilière noire. La fourmilière, très vite, on l'a dessinée, même comme ça en crayonné, avec cette forme un peu à la Gaudi, assez ronde. Je m'étais basée sur les termitières géantes qu'on peut trouver dans certains pays d'Afrique ou autres, et qui sont absolument hallucinantes. La meilleure façon de raccorder les images tournées en studio et les images tournées en extérieur, c'est les photos. C'est-à-dire qu'on montrait des photos d'endroits qu'on avait repérés en extérieur au chef décorateur et on lui disait voilà, la fourmilière va se situer dans cet endroit où on peut trouver tel type de roche, tel type de végétation et on va s'imaginer que cette fourmilière-là sera implantée à cet endroit-là. Ok Thomas? Alors attention, 3, 2, 1, action. Top. Ces mousses sont incroyables, elles étaient toutes desséchées. Ah, j'y aurais pas cru. Je les ai
arrosées, elles ont changé de couleur. Elles sont à nouveau vivantes. C'est fou, hein? Le moment du studio, c'est un moment important parce que c'est là où tous les postes se rassemblent. On est vraiment obligé de travailler tous ensemble pour coller au plus près de ce qu'on a eu déjà en tournage en extérieur. Donc c'est vrai que ça demande une grosse préparation sur la taille des studios, les échelles. C'est le laboratoire. C'est l'expérimentation continue. Du boulgour, de la litière pour les oiseaux. Ça, c'est du son d'avoine. Alors en mélangeant justement tous ces matériaux-là, on a des effets qui sont différents, quoi. En mettant plus ou moins de coton flash, plus ou moins de matériaux lourds ou légers, on arrive à avoir des trucs un peu rigolos. Des petits trucs incandescents, tu sais. On avait pas de j'ai rajouté ça. Je vais te rajouter un peu de trucs qui fait des pétilles un peu là, tu vois. Ce qu'il y a avec les crackers, mais sans les crackers. Vas-y. Mets le paquet. Bien évidemment, il n'est pas possible d'avoir autant de fourmis en même temps, et surtout, il n'est pas possible de toutes les animer en même temps. Ce serait un travail absolument phénoménal. Donc on utilise un logiciel qui s'appelle Massive, qui permet d'animer des dizaines, voire des centaines de milliers de personnages. The amount of characters that we're putting in this film is way more than I've ever done before. Normally, the maximum I would do is maybe 100,000, 150,000. For this, I think maybe 500,000. Every single one of these ants is able to see and hear and make decisions based on certain rules that we decide. So we have a brain for the ant where it makes certain decisions. So this section here is just how the ant can hear, and it can listen for sounds. If there are explosions, it can look at them. It can run away if it hears loud noises. So every single one of them is thinking and making decisions on where to go, what to do, how to behave based on the environment that they're in. Très intuitif ta façon de trouver les objets en fait. Moi, c'est les voir. C'est en fait avoir les valises ouvertes un peu tout le temps. C'est pratique parce qu'on passe devant pour aller chercher quelque chose. Et puis en fait, on s'arrête à une autre pour prendre quelque chose d'autre. Et puis on oublie ce qu'on voulait prendre au début. Donc on change sans arrêt d'idée. Aujourd'hui,
Ok. On a enregistré des sifflets avec Thomas. Je vais les transférer sur cet ordinateur pour les passer dans ce qu'on appelle un sampler, qui est un instrument de musique à la base dans lequel on rentre des samples qu'on joue au clavier. Et donc là, on va s'en servir pour essayer, c'est une expérience, de jouer les intentions des fourmis au clavier. Voilà. Les fourmis rouges sont vraiment, elles ont vraiment un côté antipathique, donc d'un seul coup on se dit bon, dans la nature, en face de quoi on n'a pas vraiment envie de tomber, a priori ça serait plutôt un faux. Enfin voilà, on joue sur ces codes-là qui sont, je pense, des codes assez universels pour leur donner cette identité, ce caractère. Donc voilà, qui sont des espèces de grognements assez absurdes, qui sont pour la plupart des sons d'animaux vraiment triturés, passés à l'envers, modifiés dans la hauteur. Et voilà, l'idée c'est d'enrichir vraiment cette base-là avec d'autres sons. Donc, par exemple là on a le son à l'endroit, normal, brut de décoffrage. Ensuite on va donc le dupliquer pour garder le son original et on va voir ce qu'il donne une fois qu'il est passé à l'envers. Est-ce que tu peux mettre une belle réverb sur le macaque? Quel macaque? Ouais, une espèce de singe là qui... Celui-là là? C'est pas un macaque? Je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, si. La jungle. C'est beaucoup mieux. Hein? C'est beaucoup mieux. Ouais, par contre, il faut meubler un peu. Oui. La boîte, un oiseau, un macaque, un phoque. T'as ramené ta banque de phoques? Oui, j'ai ramené ma banque de phoques. On essaye d'éviter le plus possible, ils sont un peu cartoon, tous les trucs un peu fastoches. Donc c'est plutôt réaliste, mais toujours décalé, quoi. Et on aime bien le gros son, surtout. La direction donnée à la musique, c'était une direction orchestrale et vraiment à l'américaine. Donc il y a des leitmotifs, chaque personnage a son thème et les scènes sont racontées aussi avec la musique. Une chose sur laquelle on était assez d'accord, c'était de faire une musique très présente, c'est-à-dire avec un son assez présent, assez plein en fait. Il n'était pas question, parce qu'on avait affaire à des fourmis et des coccinelles, de faire un petit son rikiki, quoi. Ça n'a jamais été à l'ordre du jour.